Donc, nous avons 3 questions à vous poser. Premièrement, le big data et la cybersécurité. C'est encore un sujet mal compris par les gens. Quelles en sont les limites? Quelle est devenue notre liberté et doit-on s'en protéger? Big Data, c'est des possibilités extraordinaires pour aussi bien des entreprises que des villes, que des sociétés, de gérer un certain nombre de problèmes en temps réel. Par exemple, quand il y a des embouteillages, quand il y a des inondations, c'est à la fois quelque chose qui peut être positif et aussi, bien sûr, quelque chose qui peut être dangereux dans le sens qu'aujourd'hui, Google sait par Android, partout où vous êtes passé, ils en vendent cette information et demain, pourquoi pas avoir des terroristes qui vont tracer là où vous êtes pour vous retrouver. Donc il y a effectivement l'un des grands débats du XXIe siècle, ça va être le débat de la vie privée. Le débat, par exemple, moi je prédis que les droits de l'homme vont changer. Le droit de se déconnecter, par exemple. Voyez-vous, il y a déjà des boîtes qui n'embauchent pas quelqu'un s'il n'y a pas, par exemple, une page Facebook, etc., parce qu'ils disent c'est louche. Vous savez que Ben Laden a été détecté parce que sa maison était la seule au Pakistan avec une valeur de plus d'1 million d'euros dans l'immobilier, ou $1 million, et qui n'avait pas de connexion Internet. Donc demain, vous ne serez pas connecté à Internet, vous serez suspect. Vous voyez. Donc le droit à la déconnexion, le droit à la vie privée, le droit à l'oubli sur Internet vont venir, à mon avis, des droits de l'homme très importants et très difficiles à faire respecter, alors que les droits de l'homme classiques que tout le monde connaît, du genre effectivement le droit à exprimer ce qu'on veut, c'est rien du tout. Tout le monde exprime ce qu'il veut partout sur Internet, sans censure, mais tout le monde s'en foutra demain. Parce que ce qui compte, ça va être justement ce droit à la vie privée. Alors comment on va le faire? C'est toujours l'histoire du bouclier et de l'épée. Vous avez des gens qui vont donner des choses pour crypter, mais les gens qui vont crypter leurs messages vont être vus comme des terroristes, etc. Plus il y aura de systèmes de surveillance, plus il y aura des systèmes pour y échapper, plus il y aura de systèmes de surveillance. Mais c'est un des vrais enjeux du XXIe siècle. Et l'enjeu du XXIe siècle, c'est pas, à mon avis, la guerre contre l'État islamique, mais de regarder aujourd'hui où sont Julian Assange, où sont Edward Snowden, où sont Bradley Manning. C'est ce genre de lanceurs d'alerte sont tous ou en prison ou en exil ou planqués, alors que nous sommes dans une démocratie. Et c'est ça, à mon avis, le vrai enjeu pour le XXIe siècle, au-delà de ce qu'on parle dans les médias, c'est-à-dire effectivement l'enjeu pour la liberté de la circulation de l'information sur Internet. Que pensez-vous justement du fait qu'Apple ne veuille pas donner les données de ses clients au renseignement? Oui, parce qu'on est exactement là. Je disais que la légitimité des entreprises de la Silicon Valley, des fameux GAFA, etc., leur légitimité au départ, c'est justement qu'elles étaient là contre le Big Brother. Regardez la pub Apple 1984 contre Big Brother, c'est censé être la meilleure pub de tous les temps. C'est une pub qui a été faite justement contre l'idée que l'on pouvait tout contrôler, tout maîtriser. Alors, ça, c'est un peu dans l'ADN de ces sociétés-là. Le problème qui va se poser à terme, mine de rien, c'est que GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, risquent de devenir un jour plus puissants que les États. On voit justement Apple qui résiste au FBI avec l'aide de Google et des autres. Un jour, est-ce que ces sociétés ne vont pas devenir plus puissantes que les États? Pas que les États-Unis qui sont encore très puissants, puisque je pense que ces sociétés sont américaines, mais je pense que ces sociétés sont déjà beaucoup plus puissantes que bien des États, même des États européens, voyez-vous. Quelles sont les mutations de notre société et ses opportunités? Les mutations sont énormes. On a une mutation économique, c'est le passage à une société basée sur les machines, sur la matière, sur les capitaux, à une société qui est basée sur l'information, la gestion de l'intelligence. On a une mutation technologique énorme avec tout ce dont on a parlé tout à l'heure, des objets connectés à Internet, etc. Donc mutation technologique, mutation économique, mutation sociétale, le passage que j'appelle l'avoir à l'être. J'existe parce que j'ai une Rolex, j'existe parce que je veux être cela, je veux vivre cela. Une mutation qu'on appelle pour les sociologues les créatifs culturels. Il y a une triple mutation de la société, de l'économie, de la technologie, et cette mutation-là est comparable à la création de la société industrielle par rapport aux sociétés paysannes. Donc ça va être un changement gigantesque, un changement énorme, et ce changement dont les conséquences ne peuvent pas être prédites. On peut prédire en grande ligne, mais pas prédites de façon précise. Encore une fois, la seule façon d'y survivre, c'est la résilience, c'est la multiplication des potentialités, c'est la multiplication des pistes et des chemins pour chacun d'entre nous. Demain, on aura tous 3 jobs. On aura un job, effectivement, et dire, vous êtes un bon exemple, moi aussi d'ailleurs, on aura tous un job, effectivement, classique, et puis on aura un job sur Internet, un job où on vendra des choses sur un site. On aura tous 3 ou 4 cordes à notre arc, et c'est ça la société de demain. Quelle serait la place aujourd'hui dans les entreprises de ces nouveaux acteurs que l'on appelle les intrapreneurs?
Oui, alors je vais parler des mutations sociétales, technologiques et économiques, et bien sûr, ça doit s'accompagner d'une mutation managériale. C'est-à-dire qu'on ne peut plus manager les entreprises de façon classique, c'est-à-dire de façon pyramidale. En gros, pour faire simple, on passe du décideur que j'appelle Superman. Superman, c'est le gars qui va éteindre des incendies partout, qui vole partout, il y a des problèmes pour éteindre des incendies, au manager chef d'orchestre. C'est un manager qui va créer les conditions de la créativité des gens autour de lui. Et c'est dans ce cadre-là qu'on parle également d'intrapreneurs, c'est-à-dire effectivement de gens qui, à l'intérieur de l'entreprise, vont créer des nouveaux modèles, de nouvelles façons de fonctionner. La ressource principale aujourd'hui, c'est l'information, donc la créativité, donc la connaissance, donc l'intelligence humaine. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces nouveaux modèle de management qu'on appelle l'entreprise libérée, car il s'agit de libérer la créativité, de libérer l'intelligence, libérer le potentiel de chacun à tous les niveaux du système. La survie de l'entreprise dans un monde devenu de plus en plus complexe, eh bien, elle nécessite de mobiliser la moindre parcelle d'intelligence. Et donc, ça ouvre une place pour, je dirais, un management justement plus intelligent, qui exploite plus les potentialités de l'être humain. Et pour donner un exemple, j'étais un jour dans une conférence où il y avait un responsable local de la Poste qui me disait, il y a un vieux postier qui est parti à la retraite à 65 ans, et il dit voilà, bon, son pot de départ, il dit, vous avez payé pendant 40 ans pour avoir mes bras et mes jambes. Pour le même prix, vous auriez pu avoir mon cerveau. Et ben voilà, c'est quelqu'un qui était frustré, qu'on n'ait pas exploité la parcelle d'intelligence qu'il pouvait y avoir en lui au niveau le plus bas. Les entreprises qui réussiront demain, c'est les entreprises qui mobiliseront toutes ces parcelles d'intelligence. Et c'est pour ça qu'il faut de nouveaux modèles d'organisation, de nouvelles façons de passer du dirigeant décideur au dirigeant facilitateur.